Octobre rose, luttons contre le cancer du sein pour les femmes. Les cancers du sein. Aujourd'hui en France, comme dans de nombreux pays, un pays de vie haut, le cancer du sein est chez la femme le cancer le plus fréquent. Il représente un peu moins d'un tiers des cancers féminins. Par an, on dénombre 54 000 nouveaux cas et 12 000 décès. 75% des cancers du sein se déclarent après 50 ans. Un cancer du sein peut survenir chez l'homme, mais cette situation reste exceptionnelle avec une incidence inférieure à 1%. Le dépistage généralisé du cancer du sein par mammographie entre 50 et 80 ans est justifié par les données d'incidence et par la modification de la densité mammaire. Chez les femmes jeunes, la densité du sein rend la lecture des images de la mammographie plus difficile, alors qu'à partir de 50 ans, cet inconvénient disparaît et la lecture des clichés est alors plus fiable. Ce dépistage organisé du cancer du sein repose sur une mammographie tous les 2 ans. Le sein. Les seins jouent un rôle important dans la féminité et dans l'image que la femme a de son corps. La fonction biologique du sein est de produire du lait afin de nourrir un nouveau-né. Le sein, appelé aussi glande mammaire, se compose de 15 à 20 lobes séparés par du tissu graisseux qui donne au sein la forme qu'on lui connaît. Ces lobes sont eux-mêmes constitués de lobules capables de sécréter du lait en période d'allaitement. Le lait est transporté par les canaux galactophores jusqu'au mamelon, situé au centre d'une zone pigmentée, l'aréole. La glande mammaire se développe et fonctionne sous l'influence d'hormones sexuelles produites en quantité variable tout au long de la vie, les oestrogènes et la progestérone. Le sein est parcouru de vaisseaux sanguins et de vaisseaux lymphatiques. Les ganglions et les vaisseaux lymphatiques composent le système lymphatique qui aide à combattre les infections. Les ganglions lymphatiques du sein sont principalement situés au niveau de l'aisselle, creux axillaire, les ganglions axillaires. Au-dessus de la clavicule, les ganglions sous-claviculaires. Sur la clavicule, les ganglions sous-claviculaires, infraclaviculaires. À l'intérieur du thorax, autour du sternum, les ganglions mammaires internes. Cancer du sein. Les facteurs du risque. Les causes du cancer du sein ne sont pas connues, mais quelques facteurs de risque susceptibles de favoriser le développement d'un cancer ont pu être identifiés. Toutes ces données ne sont valables que sur un plan statistique et non pas individuel. L'âge. Comme pour la majorité des cancers, le risque d'en être atteinte augmente avec l'âge. L'âge médian au diagnostic est de 63 ans et l'âge médian au décès de 73 ans. Moins de 10% des cancers du sein surviennent avant 40 ans. L'incidence augmente régulièrement avant 40 ans. L'incidence augmente régulièrement jusqu'à l'âge de 65 ans. Les mastopathies bénignes. Certaines mastopathies bénignes ont une propension plus grande que d'autres à se transformer en cancer. Ces lésions bénignes, dont la majorité le restera, sont bien connues des médecins qui proposent aux femmes atteintes une simple surveillance et éventuellement un traitement chirurgical. L'état hormonal. Une puberté précoce ou une ménopause tardive, nombre total de cycles menstruels peuvent favoriser la survenue d'un cancer du sein. De même, les femmes qui n'ont pas eu d'enfants ou ayant eu leur première grossesse après 30 ans ont un risque sensiblement augmenté de développer un cancer du sein. Alimentation, obésité et activité physique. Ces différents facteurs de risque ont un effet reconnu comme pouvant favoriser ou protéger de la survenue d'un cancer du sein. 17% des cancers du sein en France sont liés à une consommation trop importante et régulière d'alcool. Pour mémoire, la recommandation pour les femmes est d'un verre de vin par jour au maximum. L'augmentation du risque est proportionnelle
à la quantité d'alcool consommée. Les effets de l'alcool sont encore renforcés lorsqu'ils sont associés à ceux du tabac. La faible consommation des fruits et des légumes, souvent observée avec l'obésité, est également suspectée d'augmenter le risque, alors que l'exercice physique régulier au minimum hebdomadaire est protecteur. Les traitements hormonaux. Pour les contraceptifs oraux, de nombreuses études ont été réalisées aux États-Unis avec des produits différents de ceux utilisés en France. Elles concluent à une augmentation du risque, surtout pour les femmes ayant pris des contraceptifs oraux pendant plus de 5 ans avant une première grossesse. Cependant, les résultats de ces analyses sont souvent contradictoires. Selon l'étude du CIRC en 2012, les pilules combinées ostroprogestatives entraînent une légère hausse du risque du cancer du sein, du foie et du col de l'utérus, mais protègent du cancer de l'ovaire. Pour le traitement hormonal substitutif de la ménopause, THM, tous les THM n'augmentent pas de la même façon le risque du cancer du sein. Des travaux récents ont montré un surrisque de cancer du sein chez les femmes prenant un THM oestroprogestatif. Pour le THM faisant appel aux oestrogènes seuls, des études sont encore nécessaires. Selon les experts, il faut réserver l'usage des THM sur une durée la plus courte possible et uniquement dans l'objectif de lutter contre les troubles climatériques, entraînant une qualité de vie altérée au moment de la ménopause et dans le respect des précautions d'utilisation et des contre-indications. La décision d'utilisation doit se prendre en concertation entre la femme et son médecin traitant, après une information claire, non partisane et une évaluation des bénéfices et des risques. Les prédispositions génétiques, elles sont de deux ordres. Simple, susceptible, familiale. On retrouve plusieurs cas dans la famille, mais sans transmission systématique. Il s'agit plutôt de transmission de certains facteurs de risque, hypofécondité, tendance à avoir une mastropathie bénigne, obésité. Dans ces familles, les risques sont multipliés par 2 à 3. Prédisposition génétique forte. Seulement 5 à 10% des cancers du sein sont héréditaires et sont liés à une mutation génétique constitutionnelle. Le gène BRCA1, breast cancer, et BRCA2, breast cancer 2, sont ceux qui sont les plus fréquemment identifiés. Ces deux gènes participent à la réparation des lésions subies régulièrement par l'ADN. Une mutation sous ces gènes perturbe la fonction de réparation et entraîne donc un risque accru du cancer du sein et de l'ovaire. Mais même s'il y a une mutation génétique, un cancer du sein ne se développera pas systématiquement. Les risques encourus par les femmes d'une famille dans laquelle un de ces gènes prédisposants est présent dépendent du fait qu'elles ont ou non hérité du gène anormal. Si elles n'ont pas la mutation du gène, leur risque est le même que celui des femmes n'ayant pas de prédisposition au cancer du sein. Mais parmi celles qui sont porteuses d'une mutation des gènes BRCA1 ou BRCA2, 7 à 8 femmes sur 10 pourront développer un cancer du sein au cours de leur vie. La découverte de ces gènes amènera à rechercher également la présence d'une tumeur de l'ovaire souvent associée et à mettre en place une surveillance spécifique. D'autres gènes retrouvés dans d'autres maladies, P53, SHEC2, ATM, PTNE, STK11, pourraient être également impliqués dans l'origine du cancer du sein. Cette prédisposition génétique doit être recherchée dans les deux cas suivants. Facteurs familiaux, près de 20 à 30% des cancers du sein surviennent chez des femmes ayant plusieurs cas de cancer du sein dans leur famille. Le risque est augmenté quand on trouve plusieurs cancers chez des parents de premier degré, mère, sœur, fille, surtout si le cancer survient avant 50 ans ou est bilatéral avec un risque multiplié par 2, ou plusieurs cancers chez les parents de deuxième degré, grand-mère, tante, nièce, ou avec un risque légèrement augmenté. 2 membres de la même famille qui ont été atteints d'un cancer du côlon ou de l'ovaire.
Un membre de la famille atteint d'un cancer du sein et d'un cancer de l'ovaire ou de plusieurs cancers différents. Un parent homme atteint d'un cancer du sein. Facteurs individuels. Lorsqu'on trouve deux cancers dans l'un de l'ovaire ou un cancer du sein avant 35 ans, ou un cancer des deux seins, cancer bilatéral, ou un cancer de l'ovaire à partir de 40 ans. Dans tous ces cas, une consultation génétique sera proposée avec des prélèvements sanguins pour une recherche des gènes par un laboratoire spécialisé. Ces textes ne font pas si une femme a un cancer, mais peuvent déterminer si elle a hérité d'une mutation BRCA1 ou BRCA2. En cas de confirmation du risque, ces patientes feront l'objet d'une surveillance particulièrement étroite pour dépister les signes avant-coureurs d'un cancer et elles seront informées des possibilités de réduire leur risque. Les tests actuels de recherche d'un gène muté ne peuvent donner de certitude sur le risque de survenue d'un cancer du sein que s'ils sont positifs, et même en cas de négativité de ces tests, les personnes présentant les facteurs de risque énoncés plus haut feront l'objet d'une surveillance attentive. Tous les gènes de prédisposition au cancer du sein ne sont pas encore identifiés. Le dépistage. Étant donné nos connaissances limitées sur les facteurs de risque, on ne peut à l'heure actuelle empêcher la survenue d'un cancer du sein. En revanche, on peut le trouver lorsqu'il est de très petite taille, grâce à la mammographie réalisée dans le cadre d'un suivi régulier. On peut ainsi accroître les chances de guérison tout en bénéficiant de traitements moins lourds, moins de chirurgies mutilantes, moins de chimiothérapie. On appelle dépistage le fait de mettre en évidence par la mammographie un cancer encore muet, c'est-à-dire sans signe extérieur de sa présence. En effet, un certain nombre de cancers peuvent être visibles sur une mammographie avant l'apparition des signes cliniques ou des symptômes. D'où la généralisation, dans le cadre du plan cancer, du dépistage du cancer du sein. Le dépistage organisé du cancer du sein. Le programme de dépistage organisé du cancer du sein, pris en charge à 100% par l'assurance maladie, propose à toutes les femmes de 50 à 80 ans un examen mammographique qui comprend 2 clichés radiologiques par sang, associé à un examen clinique avec un questionnaire médical qui permettra aux radiologues de connaître leurs antécédents familiaux et personnels. Si les premiers clichés sont difficiles à lire, le radiologue peut les compléter par des clichés supplémentaires ou par une échographie. À la suite de cet examen, le radiologue donnera oralement une première interprétation de l'examen. Si cette première interprétation ne révèle aucune anomalie, elle sera vérifiée systématiquement par un second lecteur. Les résultats définitifs sont transmis sous une quinzaine de jours à la femme et à son médecin traitant. En cas d'anomalie à la première lecture, le radiologue procédera immédiatement à des examens complémentaires, clichés supplémentaires agrandis, échographie. À partir de 50 ans, chaque femme reçoit tous les 2 ans une invitation pour une mammographie gratuite avec la liste des radiologues de son département participant au dépistage organisé du cancer du sein. Son médecin généraliste ou son gynécologue peut répondre à ces interrogations sur cet examen. Si des examens complémentaires, échographie, cytoponction, destinés à établir le diagnostic sont requis, ceux-ci sont payants et remboursés à 70% par la caisse d'assurance maladie. Bien évidemment, les femmes ayant un risque particulier, antécédent de lésions bénignes, antécédent familial de cancer du sein, seront particulièrement surveillées en dehors du cadre du programme de dépistage organisé.
Le dépistage mammographique a fait les preuves de son efficacité. Les résultats de nombreuses études ont montré qu'il permet de réduire la mortalité par cancer du sein de 20 à 30% chez les femmes participant au programme de dépistage par rapport à celles qui n'ont eu aucun dépistage. Avant la ménopause, le dépistage systématique n'a pas fait les preuves de son efficacité, car les anomalies suspectes sont plus difficiles à sélectionner et les inconvénients biopsie paraissent supérieurs aux avantages. Les signes cliniques du cancer du sein. Les femmes, dès le début de leur vie sexuelle, doivent réaliser chaque année un examen gynécologique. La palpation des seins doit faire partie de cet examen. En raison de sa situation anatomique, le sein est facile à palper, surtout s'il est de volume moyen ou petit. Dans la plupart des cas, le cancer se manifeste cliniquement par un nodule découvert lors d'un rendez-vous médical ou par soi-même, par autopalpation. À partir de 1 cm de diamètre, le nodule est palpable. Ce nodule situé plus ou moins profondément est souvent dur et habituellement non douloureux. Toute anomalie récente telle que décrite ci-après doit également attirer l'attention et justifier une consultation rapide pour des examens complémentaires éventuels. Une fossette ou une ride creusant la surface du sein, un aspect de peau d'orange, une déformation du mamelon, le rétractant vers l'intérieur, un aspect eczamateux du mamelon qui devient rouge, croûteux ou érodé, un écoulement du mamelon, surtout s'il est sanglant ou noirâtre. Les examens diagnostiques. La mammographie est l'examen radiologique de base qui permet d'analyser la structure mammaire. Elle est indiquée lorsqu'une anomalie clinique est constatée. Une anomalie clinique est un signe palpable ou visible par le patient ou par le médecin. Cette radiographie associée à une échographie permet en particulier de reconnaître immédiatement les kystes liquides. Les techniques ont largement progressé et les doses d'irradiation délivrées lors d'un examen sont minimes. Plusieurs clichés sont réalisés avec un éventuel grossissement de la zone suspecte. L'échographie est complémentaire, mais ne peut jamais remplacer la mammographie. Elle peut aider à localiser l'anomalie pour faciliter un prélèvement ou à reconnaître un kyste liquidien. Lorsqu'il s'agit d'un kyste, une ponction à l'aiguille fine permet d'en vider le contenu et assurer ainsi sa régression. Il s'agit d'un geste simple, généralement non douloureux, qui n'a pas besoin d'anesthésie locale. Si le nodule perçu est solide, l'aiguille peut ramener des cellules qui seront examinées au microscope. Il s'agit alors d'un cytodiagnostic. Si l'ensemble de ces examens ne permet pas de s'assurer que l'anomalie est parfaitement bénigne, il est nécessaire d'envisager un prélèvement, biopsie. Le plus souvent par une grosse aiguille trocar. Ces prélèvements peuvent être réalisés sous anesthésie locale sans hospitalisation. Les techniques de prélèvement à visée diagnostique d'une tumeur se sont perfectionnées avec les prélèvements par mammotomome, biopsie dirigée sous anesthésie locale et avec radioscopie, exsection et aspiration de la lésion. Devant une tumeur solide, l'ablation chirurgicale s'impose au cours de laquelle un examen histologique extemporané pratiqué au moment de l'opération
sera réalisé pour établir le diagnostic et confirmer la nécessité de l'exérèse-retrait de la tumeur. Évaluation des tumeurs du sein. Le traitement du cancer du sein repose en premier sur la chirurgie qui permet l'exérèse de la lésion. La stratégie thérapeutique dépendra de l'analyse précise de la pièce opératoire. Type histologique. Les cancers du sein les plus fréquents sont les adénocarcinomes qui se développent à partir des cellules épithéliales de la glande mammaire. Le cancer est soit in situ, la membre basale est intacte, soit infiltrant, la membrane basale est franchie. S'il s'agit d'un cancer lobulaire, 15% des cancers, la tumeur se développe à partir des lobules. Lorsqu'on parle de la carcinome canalaire, c'est parce que la tumeur se développe dans les canaux galactoformes. L'incidence des cancers canalaires in situ, 90% des cancers in situ a nettement augmenté du fait du dépistage systématique. Après exérèse complète, son pronostic est bon avec un taux de survie de 95% à 10 ans. Stade TNM. Au diagnostic, le stade TNM permet d'évaluer l'étendue clinique de la maladie. Il est basé sur la taille de la tumeur, l'atteinte des ganglions lymphatiques et la présence éventuelle de métastases à distance du sein. Les paramètres anatomo-pathologiques sont essentiels à l'évaluation de l'agressivité tumorale. Prolifération cellulaire. Ils vont identifier les caractéristiques hormonales et biologiques prises en considération dans la stratégie thérapeutique médicamenteuse. Taille de la tumeur. L'analyse précise la taille de la lésion, son caractère localisé, non invasif ou diffus, son extension ou non aux tranches de section chirurgicale sera mentionnée sur l'examen de la pièce opératoire. La taille de la tumeur est cotée à 0. Tumeur non palpable, inférieure à 1 cm. À 1, tumeur mesurant 2 cm ou moins dans sa plus grande dimension. À 2, taille de la tumeur comprise entre 2 et 5 cm. À 3, tumeur de plus de 5 cm. Ou à 4, quelle que soit la taille, il y a une extension directe à la peau ou à la paroi thoracique où la tumeur est inflammatoire. Vive la France et courage aux femmes atteintes du cancer du sein. Faites un don pour les femmes.